Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La lutte contre le terrorisme est devenue un enjeu crucial pour nos sociétés. Avec cette question perpétuelle, comment assurer notre protection sans pour autant abandonner nos libertés ? Dans cette lutte antiterroriste, la justice s'est vue confier un grand rôle. On lui demande d'intervenir de plus en plus tôt. Avant, elle sanctionnait une faute commise. Aujourd'hui, elle peut également sanctionner l'intention de commettre une faute. On serait donc entré dans une justice préventive qui pose question. Ce qui pose question également, c'est comment défendre des terroristes ou des terroristes présumés. On l'a vu récemment avec le procès de Salah Abdeslam en Belgique ou le cas du procès d'Abdelkader Merah en France. Les pressions sont lourdes sur les avocats, mais également sur les magistrats. Alors toutes ces questions, on va en parler à présent avec nos deux invités que je vous propose de rejoindre. Alors tout d'abord, bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Olivia Venet, donc vous êtes avocate pénaliste et vous êtes membre également de la Ligue des droits de l'homme. Et à vos côtés, Antoine Garapon, donc vous êtes docteur en droit, ancien juge des enfants et secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice en France. Alors peut-être juste un mot sur cet institut, quel est son objectif ? Il a été créé par Michel Rocard dans le but de comprendre tous les nouveaux défis qu'attendent les juges et la justice, et ils sont nombreux. Oui. Alors, dans ces défis, évidemment, il y a la lutte contre le terrorisme. Bien Ça sûr. fait longtemps que vous travaillez sur ces questions. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur cette thématique. Alors, je voudrais commencer avec une question assez large et assez générale, mais en quoi finalement la lutte contre le terrorisme a-t-elle impacté la justice ? A-t-elle impacté la manière dont la justice a fonctionné ou fonctionnera à l'avenir ? Alors, elle a impacté la justice de plusieurs manières. Vous avez parlé de justice préventive. On pourrait même dire de justice préemptive. Il faut empêcher que l'événement catastrophique qu'est l'attentat se produise. Et donc, on va multiplier les délits obstacles. Alors, les délits obstacles, quels sont-ils ? C'est l'apologie, mais c'est aussi l'association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste, qui est une infraction difficile à cerner, encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'une entreprise personnelle pour commettre un attentat. Alors, ça veut dire alors que les juges ont été formés, que la loi est tournée pour qu'ils apprécient un événement passé, et le moment du procès articule le passé et l'avenir, aujourd'hui, on leur demande de punir, en quelque sorte, avant que le crime soit commis. Et ça, c'est extraordinairement difficile parce qu'ils ne peuvent pas refuser de le faire. On partage tous ce sentiment qu'il faut éviter les attentats, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est là toute la difficulté. Mais alors, du coup, pour aller un peu, on va dire dans le concret, Olivia Venet, en Belgique, qu'est-ce qu'on a pris comme mesure en matière justement de justice préventive, donc le fait de condamner des infractions avant même qu'elles ne soient commises, finalement, c'est un peu ça. Oui, alors c'est pas le rôle de la justice, évidemment, de condamner avant que des infractions soient commises. Alors, on observe ça. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a connu des faits de terrorisme dans les pays européens et en Belgique notamment, bien avant l'adoption des lois terroristes. La loi terroriste a été adoptée en 2003 et auparavant, il y a d'autres infractions terroristes qui ont été poursuivies sur la base d'autres préventions, que ce soit des assassinats, des associations de malfaiteurs, des organisations criminelles. Donc, on avait déjà un arsenal pénal existant dans notre droit pour poursuivre les terroristes de certaines manières. En 2003, on a adopté ces lois terroristes. Chez nous, c'est l'infraction de groupe terroriste. C'est l'équivalent de l'association de malfaiteurs en France dont on parlait à l'instant. Et c'est vrai que tous les premiers dossiers terroristes vont être des dossiers sur la base d'un groupe terroriste. Et donc, on va surveiller avec des moyens extrêmement importants, des écoutes téléphoniques, des méthodes particulières de recherche, des observations, des gens qui se retrouvent autour d'idées déplaisantes, qu'on n'approuve pas, et éventuellement qui sont des idées qu'on raccroche. Évidemment, on pense bien sûr à l'islamisme radical, qu'on raccroche à l'idée d'une infraction terroriste. On va les surveiller autour de ça et on va demander à la justice, quelque part, d'intervenir, comme vous le disiez, avant que les faits soient commis. Et c'est là que ça pose un problème, parce que ce n'est pas le rôle de la justice. Elle ne peut
pas faire ça, on le lui demande et elle essaye de le faire comme elle peut, mais en fait elle ne peut pas, ce serait plutôt le rôle des services de renseignement de surveiller les personnes. Et donc va se poser toute la question de la preuve. Comment est-ce que devant les tribunaux, on va se retrouver avec des gens qui se sont retrouvés, réunis dans le cadre de groupements, de réunions, pas forcément autour d'un projet concret, souvent autour d'une idéologie. Il n'y a pas que l'idéologie de l'islam radical, hein. Il y a eu d'autres idéologies, d'extrême gauche par exemple. Et on va juger ces gens en fonction des opinions qu'ils vont émettre, soit dans les conversations téléphoniques qu'ils vont avoir, maintenant c'est beaucoup sur Facebook, ce qui est posté sur Internet, donc des sites Internet plus ou moins publics. Et c'est par rapport à ces expressions-là, même en dehors de tout projet concret, qu'on va poursuivre les gens sur la base d'une infraction très lourde qui est celle de groupes terroristes. Avec par exemple une nouveauté en Belgique, c'est que par exemple des personnes qui partent à l'étranger avec une intention d'aller rejoindre la Syrie ou d'aller faire le djihad, là aussi on considère aujourd'hui que c'est une infraction. Ça peut être puni. Ça c'est l'évolution qu'il va y avoir depuis 2003. En 2003, on adopte cette première loi, groupe terroriste, infraction terroriste assez classique, et puis on va ajouter de plus en plus l'apologie du terrorisme, la provocation au terrorisme. Et récemment, c'était en 2016, une loi donc entrée en vigueur en 2017 qui va criminaliser le fait de traverser la frontière, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, de quitter le pays ou d'entrer dans le pays avec l'intention de commettre une infraction terroriste. Alors c'est assez particulier parce que c'est un acte légal, traverser une frontière, a priori tout le monde peut faire ça, on peut le faire. Et là, comment est-ce qu'on va prouver cette intention ? Eh bien, on va prouver cette intention par les sites qu'a visité cette personne, les vidéos qu'on va retrouver sur son ordinateur, les échanges de mails, par exemple, de dire « moi je trouve que mourir en martyr c'est super ». Et puis après on traverse la frontière pour aller en Syrie, eh bien l'infraction serait consommée. Parce qu'on va aussi constater qu'il y a pas mal de jeunes, de gens qui vont s'intéresser à ce type d'informations sur Internet, peut-être même traverser une frontière, sans du tout avoir un projet concret, en se disant « je vais partir en Syrie ». Bon, c'est un cas assez classique dont on parle beaucoup. Et puis, si arrivés en Allemagne, tout à coup, ils font demi-tour et ils reviennent, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que cette intention de commettre une infraction terroriste, elle est réalisée ? A priori, l'infraction est consommée, la frontière a été traversée, il avait cette intention-là. Ça pose quand même beaucoup de questions au niveau juridique. C'est assez nouveau, donc on verra les cas, comment ça va se dérouler, mais ça pose beaucoup de questions. Alors, Antoine Garapon, on peut aussi se dire que finalement, on est toujours dans cette opposition entre sécurité, protection et respect des libertés fondamentales. Mais on peut se dire qu'il y a une demande légitime pour surveiller un certain nombre de personnes qui sont considérées comme radicalisées, par exemple, aujourd'hui. Mais alors, ça voudrait dire que ce ne serait pas à la justice d'assurer ce rôle ? Ce n'est pas son rôle de faire cette prévention ? Alors, il y a effectivement une évolution de l'opinion publique qui est tout à fait sensible en France, où il y a une demande de protection de la part de l'opinion, comme on dit, sur une majorité. Mais je crois que le rôle des juges reste quand même de protéger l'état de droit. Je pense à cette phrase de Bernanos où il dit « ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle ». Et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. Donc les juges doivent essayer de garder les principes de l'état de droit. Quels sont-ils ? Que pour des délits obstacles comme l'association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste, qu'on soit très sensible aux signes d'extériorisation d'un projet, pas d'une intention, précis. Et ça, c'est très difficile. La ligne est extrêmement étroite. C'est tenu pour l'instant par le parquet de Paris, le parquet antiterroriste, mais c'est extrêmement délicat. Encore plus délicat ce qu'on a connu avec le procès Mera, où là, il y avait une sorte de frustration de ne pas avoir pu juger, parce qu'en fait, on peut très peu juger les terroristes qui ont commis les attentats du 13 novembre, parce que la plupart sont morts. Et donc, il y a une frustration. Et il y avait le risque de déplacer l'accusation sur son frère. Et ça a donné un procès dans lequel, je crois, les juges, et avec la défense d'ailleurs, ont réussi, j'espère, à trouver cet équilibre. Mais ça n'a pas plu à l'opinion publique, comme vous avez pu le constater. Oui, c'est clair. Donc, c'est vrai qu'il a été jugé coupable de certains faits, mais en tout cas, pas des faits de terrorisme dont on l'accusait. Non, parce qu'on a toujours la même difficulté, c'est-à-dire que dans un groupe, tout le monde ne sait pas nécessairement
ce que va faire, ce qu'ont décidé les chefs. Et donc, il faut être très exigeant au niveau de la preuve, d'avoir une preuve positive. Alors, quelqu'un qui s'est filmé avant de filmer en donnant son testament, lorsqu'il y a comment dirais-je, des choses très précises. Et j'ajoute qu'il y a une difficulté, c'est que le fait de partir en Syrie, on n'a pas cette infraction que vous avez en Belgique, le fait de partir en Syrie, beaucoup disaient, notamment avant 2014, on part pour des raisons humanitaires. On part pour combattre le régime de Bachar el-Assad. C'est pas interdit par la loi de combattre un régime étranger. Par contre, bien sûr, les terrorismes, les attentats terroristes, c'est une question différente. Donc, vous voyez qu'on est dans un tas de distinctions très subtiles et pour laquelle les juges, et notamment le parquet, doivent être extrêmement attentifs à exiger des éléments positifs qui annoncent, qui sont véritablement des éléments, des commencements d'exécution et pas simplement une intention vague. Alors juste pour rester sur cette notion de justice préventive ou préemptive, comme vous dites, est-ce que ça n'existe que dans les cas de lutte contre le terrorisme ou finalement c'est quelque chose qui existe dans d'autres domaines et qu'on risque d'étendre éventuellement à d'autres domaines? Alors oui, tout à fait, ça existait. C'est une tendance lourde du droit pénal. Cette tendance, c'est de faire du juge un risk manager et non plus quelqu'un qui vient veiller à l'application de la loi. Donc, on a vu naître depuis ces dernières décennies l'idée de dangerosité, notamment pour les délinquants sexuels. Un prédateur sexuel, lorsqu'il est passé à l'acte auprès d'un jeune enfant, par exemple, eh bien, on considère qu'il est dangereux. Il a une sorte de dangerosité, mais j'observe que c'est pas la même chose pour le terrorisme. C'est-à-dire que le prédateur sexuel, il est débordé en quelque sorte, il est sous l'emprise de ses pulsions. Avec le terrorisme, on a une dimension supplémentaire et qui est encore un nouveau sujet de perplexité, c'est qu'il s'agit de conviction. Il s'agit de conviction et plus de pulsion. C'est-à-dire que des gens sont dangereux et sont réellement dangereux pour l'ordre public en raison de leurs convictions religieuses et politiques. Et donc, il y a encore une nouvelle frontière à trouver entre la liberté de religion, qui doit être garantie dans nos démocraties, et le moment où une conviction religieuse devient une conviction meurtrière, devient un engagement meurtrier. Et là, la limite n'est pas du tout facile à établir et les juges et tout l'État doit continuer de protéger la liberté de conviction. Et l'État de droit aussi, dont vous parliez juste avant. Olivia Venet, on voit qu'il y a beaucoup de décisions, beaucoup de législations qui sont prises aujourd'hui dans cette... on justifie ça par l'état d'urgence, par ce régime d'exception. On est dans une situation d'exception, donc il faut des mesures d'exception. Pour vous, est-ce que c'est pertinent de réagir de cette manière-là? Et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'il faudrait plutôt une législation plus réfléchie dans la lutte contre le terrorisme? Alors, plusieurs réflexions par rapport à ça. La première, c'est que les infractions terroristes ont effectivement cette particularité, c'est que c'est a priori un acte de violence avec une volonté politique derrière. Donc c'est la volonté d'imposer un point de vue, une idée par la violence, qui est inacceptable, bien sûr, dans un état de droit. C'est déjà un échec, bien sûr, pour les droits de l'homme à la base, une infraction terroriste qui se commet. Mais donc c'est assez particulier dès le départ qu'il y a cette idée qu'on veut défendre une forme de conviction et qu'on veut défendre une idée politique. La réflexion par rapport à ça, c'est qu'à cause de cette idée, de ces convictions qu'il y a derrière, on observe quand même en droit pénal qu'il y a une forme de prévention en matière de terrorisme qu'on ne rencontre pas dans les autres domaines du droit pénal. C'est évident que dans les dossiers de terrorisme, on va avoir cette volonté de condamner le terroriste avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. On ne va pas avoir ça avec un simple voleur, avec un trafiquant de stupéfiants. On ne va pas arrêter un consommateur de drogue en se disant « il va devenir un jour un dealer ». Jamais. En matière de terrorisme, on a quand même un glissement vers cette prévention qui est, je trouve, assez inquiétant. Parce qu'en termes de charge de la preuve, on est à la limite presque du délit politique. Alors, je pense que pour la justice,
C'est très compliqué pour les avocats aussi, mais pour la justice, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dangereux pour nos libertés. Je crois que la justice ne devrait pas avoir ce rôle de prévention, vraiment pas, et qu'on ne devrait pas accepter de faire ça. Alors, qui devrait l'avoir alors? Je pense les services de renseignement. Je pense que c'est le rôle des services de renseignement de surveiller les gens qui sont considérés comme étant dangereux. Et je crains qu'en ne donnant ce rôle-là à la justice, en lui imposant d'avoir ce rôle préventif, on ne soit pas efficace et qu'on quelque part, on la tire sur un terrain qui n'est pas le sien. Et je veux juste faire encore une petite réflexion parce qu'il y a quand même quelque chose qui me... Depuis le départ, quand on a adopté les lois terroristes, on a demandé à ce qu'on évalue l'efficacité de ces lois. Cette évaluation n'a jamais été menée à son terme en Belgique. On en rajoute des infractions, on en demande de toujours plus à la justice. Et je trouve d'ailleurs qu'on en demande de plus en plus à la justice et qu'on la met responsable de beaucoup de choses. Le politique dit « mais la justice s'en charge », donc finalement, je vais être un peu caricatural, mais je m'en lave les mains. Où est cette évaluation? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on a moins de terrorisme depuis qu'on a les infractions terroristes? J'ai l'impression que l'actualité ne tend pas à nous montrer ça. Alors, est-ce que ça marche, cette prévention par la justice? Moi, je demande à ce qu'on évalue. Je n'ai pas l'impression que ça marche, mais je demande à ce qu'on évalue. Antoine Carpon, je voyais que vous réagissiez sur ce que disait Mme Venet. Je réagissais parce que je crois qu'on ne peut pas complètement s'en remettre aux services secrets, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les services secrets, c'est des services qui étaient surtout orientés à la défense extérieure. Et d'ailleurs, dans l'arsenal législatif français, il est très intéressant de voir qu'on a incorporé progressivement les méthodes de sonorisation, de filature, d'écoute, qui étaient réservées au contre-espionnage. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième observation, c'est que même les écoutes, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, parce que c'est une manière de c'est une rupture de la réciprocité démocratique. Dans une démocratie, la police doit être visible. Elle doit être visible, elle doit être en uniforme, précisément pour qu'on puisse bien distinguer qui est un policier et qui est un citoyen ordinaire. Donc, se pose la question du contrôle des services secrets. Débat qui était très vif en France avec la loi renseignement qui posait le problème, qui avait un bon côté parce qu'on reconnaissait l'existence des services secrets et en même temps à qui on donnait beaucoup de pouvoir. Ça a été encore accentué par la loi de novembre. Et puis enfin, il y a des moments où il faut intervenir et donc bloquer, neutraliser en quelque sorte les gens. Et ça, les services secrets ne peuvent pas le faire. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut... Alors, moi, je crois que le délit... en fait... C'est une sorte d'atteinte à la sûreté de l'État. En réalité, on flirte avec le délit politique. Mais c'est malheureusement nécessaire. Et donc, ce qu'on peut attendre, c'est de renforcer les contrôles des services secrets, les contrôles des écoutes. C'est de renforcer les droits de la défense, qui sont quand même assez mis à mal. Et je pense que le procès Mera, avec la défense vigoureuse de Dupond-Moretti, a été un bon exemple, un bon exemple d'une justice qui marche. Et puis, on voit dans la justice antiterroriste ordinaire, celle qui n'attire pas le regard des médias, on voit que tant bien que mal, on y arrive. Donc, malheureusement, il faut que la justice intervienne. Oui, alors, évidemment que la justice doit intervenir à un moment, mais je crois qu'elle doit intervenir, vous le disiez aussi, quand il y a un commencement d'exécution. Il faut qu'il y ait une... Avant ça, alors sur les services de renseignement, on a eu aussi des grands débats. La Ligue des droits de l'homme était intervenue à plusieurs reprises pour réclamer un contrôle. On a plusieurs lois, méthodes de recueil de données chez nous pour quels sont les pouvoirs des services de renseignement. Ils doivent évidemment être contrôlés et rendre des comptes par rapport à ce qu'ils font. Mais ce qui est important, c'est que la justice est répressive. Voilà, l'idée d'une justice préventive, c'est effrayant pour les droits et les libertés. Elle doit intervenir, alors qu'elle intervienne le plus tôt possible, évidemment, pour éviter le drame, c'est sûr, mais pas à n'importe quel prix. Elle doit intervenir quand il y a un commencement d'exécution, quand il y a une décision, quand il y a un acte. L'intention ne suffit pas. Et là, c'est là que c'est quand même gênant de voir dans la pratique, dans les dossiers terrorisme, que dès qu'il y a cette coloration de l'islam radical et d'un intérêt marqué pour le salafisme, pour Al-Qaïda, pour l'État islamique, c'était Al-Qaïda maintenant plutôt l'État islamique, pour ce type de thématique, on glisse tout de suite vers le terrorisme et qu'on peut être quand même plus léger par rapport aux actes. Et ça ne va pas.
On ne peut pas être léger, on doit rester très strict là-dessus. Une petite réaction rapide de M. Garapon et puis on passe à un autre sujet. On commence à avoir en France, et je pense probablement en Belgique aussi, le problème des revenants. C'est-à-dire dont on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils ont porté atteinte à l'ordre public syrien, pas à l'ordre public français ou belge. Et donc, ça pose un autre problème, qui n'est plus le problème de la prévention, mais c'est le problème de sur quelle incrimination solide on va pouvoir mettre en détention des femmes, par exemple, qui rentrent de Syrie, dont on ne sait pas précisément ce qu'elles ont fait et dont on n'a pas les incriminations très, très précises. Et là, je crois qu'il faut être également extrêmement vigilant. On peut imaginer, alors là, je vous rejoindrai, des mesures de contrôle très strictes, qui ne soient pas la prison, de façon à ne pas séparer ces mères de leurs enfants, de façon à ne pas créer encore plus de malheur que ce qu'il y en a déjà, parce qu'il y a une véritable dangerosité, pas pour toutes, pas pour tous les enfants, pas pour les enfants de n'importe quel âge. Voilà, ce sont des problèmes qui sont véritablement nouveaux. Alors justement là-dessus, Olivia Venet, donc vous-même en tant qu'avocate, vous défendez certains combattants étrangers, donc des personnes qui sont revenues ou qui étaient en partance. En tant qu'avocat, comment on peut... est-ce que c'est difficile de se dire on va défendre un terroriste présumé ou des personnes qui sont impliquées dans des faits liés à du terrorisme? Alors je vous pose cette question-là parce qu'on l'a vu récemment dans l'actualité, que ce soit le cas par exemple de l'avocat de Salah Abdeslam Sven-Marie qui a reçu des pressions, des menaces même sur sa famille parce qu'il défendait un terroriste. Est-ce que c'est compliqué pour un avocat de défendre ce genre de dossier? Alors, à titre personnel, je pense que... Voilà, c'est une question qu'on pose souvent aux avocats qui défendent des gens qu'on n'apprécie pas nécessairement. Mais comment vous pouvez faire ça? C'est incroyable. D'abord, toute personne, quels que soient les faits qu'il ait commis, reste un être humain. Donc, quand on rencontre ces gens-là, ça fait aussi une différence. Mais ça, c'est peut-être plus personnel. Mais surtout, notre système fonctionne sur le fait que tout le monde puisse être défendu. Et c'est indispensable qu'une personne qui est poursuivie, quelle que soit la gravité des faits, on parlait tout à l'heure des prédateurs sexuels, on a eu un peu le même genre de débat avec Dutroux en Belgique, évidemment. C'est indispensable qu'un avocat puisse les défendre et je trouve ça inadmissible que cet avocat fasse l'objet de pression, quelle qu'elle soit, par rapport à la ligne de défense qu'il prend. Il est libre de prendre cette ligne de défense, sa parole est libre, encore heureux. Nous vivons dans un état de droit et bien sûr, heureusement qu'il y a des avocats courageux et efficaces et qui vont défendre des terroristes. Par rapport aux combattants étrangers spécifiquement, c'est une thématique qui m'a beaucoup intéressée. Il faut savoir que c'est quand même une situation un peu différente, celle de l'acte terroriste qui serait commis ici, une attaque sur notre population ici en temps de paix, que la démarche d'une personne qui décide à un moment, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais qui décide d'aller rejoindre une zone de conflit armé. Pour moi, ça fait vraiment une différence parce que en temps de guerre, l'appréciation de la légitimité du combat de l'un ou de l'autre est totalement différente et on est dans une situation de violence où la violence est permise par le droit. En temps de guerre, c'est le droit international humanitaire qui s'applique et donc on peut tuer un soldat. C'est autorisé, c'est assez, ce qui est tout à fait, bien sûr, illégal ici. On ne peut pas tuer en temps de paix, on peut tuer en temps de guerre. Et donc je trouve que par rapport à toute cette question des revenants, ou retournis, comme on dit plutôt chez nous, le contrôle, bien sûr, mais c'est une appréciation différente que de vouloir mettre une bombe ici en temps de paix en Belgique que de celle de vouloir partir en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Somalie, combattre auprès d'un groupe armé. C'est une autre démarche. Alors, Antoine Garapon, vous expliquez aussi que pour ces avocats, par exemple, qui défendent des terroristes présumés, il y a une vraie pression, une pression médiatique, une pression politique aussi, et une pression de la population. C'est assez fort. Tout à fait. Et sur les magistrats aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, il se passe quelque chose de nouveau. C'est qu'on a une expérience en France longue de justice antiterroriste. Et je pense à la guerre d'Algérie, je pense au terrorisme corse, et dans laquelle il y avait ce que les avocats appelaient une défense de rupture, dans laquelle ils refusaient le système de justice. Ce qui est très intéressant aujourd'hui en France, c'est qu'on assiste à une véritable communauté des juristes, réunissant les avocats et les magistrats, parce qu'ils ont conscience que c'est collectivement qu'ils vont protéger l'état de droit. Et je crois que c'est une bonne chose. Et donc, bien sûr qu'il y a cette pression de l'opinion publique. Le principe même d'un procès, c'est
fait pour résister à l'opinion publique. Le procès a deux ennemis, l'influence politique, l'influence de la rue et la demande de vengeance. Et je crois qu'il faut résister, bien sûr, et à l'un et à l'autre. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission et je voudrais quand même terminer sur une thématique qui sort un petit peu de cette question de lutte contre le terrorisme. Et encore, vous allez peut-être nous dire que non. C'est une thématique sur laquelle vous travaillez beaucoup pour le moment, Antoine Garapon. C'est ce qu'on appelle la justice prédictive. Alors, on a parlé de justice préventive. La justice prédictive, alors, en quelques mots, assez simplement, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est? Alors, la justice prédictive, c'est la prétention par des algorithmes et par des traitements des big data, des données de masse, de pouvoir anticiper ce que va être la décision d'un tribunal ou d'une cour. Alors, il y en a pour la Cour européenne des droits de l'homme, il y en a pour les juridictions nationales, mais on n'est pas très loin de notre sujet. Parce qu'il y a également cela pour la prévision de la récidive aux États-Unis, qui pose des tas de problèmes. Et on voit se mettre en place des logiciels de prédiction ou de prévision, je ne sais pas comment dire, d'un passage à l'acte, du pourcentage de probabilité du passage à l'acte d'un terroriste. Donc, sur base de ça, le juge pourrait se dire, ah ben voilà, il a 60% de chances de récidiver, donc on va le laisser en prison, par exemple. Exactement. Et c'est ce qui se passe dans certains États américains, et je crois qu'il faut combattre il faut à la fois accepter ces instruments nouveaux parce qu'ils vont permettre de rendre une justice peut-être plus précise, moins imprévisible. Ils vont peut-être permettre l'accès à la justice de gens qui n'avaient pas accès précédemment. Mais on voit la difficulté de l'utilisation de ces instruments prédictifs parce que ce qu'on constate aux États-Unis, c'est qu'ils renforcent les préjugés raciaux et on voit le retour de cette idée de destin. Et finalement, quelqu'un qui naît dans un quartier défavorisé, qui n'appartient pas à la bonne classe sociale, nous, à la bonne communauté ethnique, eh bien, il va être surdéterminé par ces logiciels. Donc, je crois que c'est une véritable révolution pour notre justice, très intéressante, qu'on ne peut pas négliger, mais qu'il faut utiliser et juridiciser. D'accord. Peut-être juste une réaction rapide là-dessus, Olivia Venet, sur cette utilisation de logiciels qui vont, soi-disant, aider les avocats peut-être même à préparer certaines défenses, à accepter ou pas certains dossiers. Une réaction rapide? Oui, alors je parlais du facteur humain, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on voit déjà, ça m'effraie un peu ce que vous avez dit, peut-être qu'en matière économique, commerciale, je peux voir l'utilité de ce type d'informations. En matière pénale, je trouve déjà que les gens sont très marqués justement par ce qu'ils sont, par leurs origines, par l'image qu'ils donnent. Et l'idée qu'ils le soient encore plus statistiquement, parce qu'en fait, c'est des statistiques. Bien sûr qu'en fonction de l'endroit où on est né, on a plus ou moins de chances de devenir un délinquant ou pas. Je serais plutôt inquiète et j'aurais tendance à dire, donnons à chaque être humain sa chance. On n'en donne peut-être déjà pas assez et montrons la statistique positive derrière, le nombre qui s'en sortent, qui ne récidivent pas. Bon, on voit en tout cas qu'il y a encore matière à débat et matière à discussion, donc on reviendra dessus évidemment dans une prochaine émission. Donc en tout cas, merci à tous les deux. Alors je voulais juste, avant de nous quitter, donner quelques informations sur vous, Monsieur Garapon, puisque sur cette question du terrorisme, vous avez écrit un livre en 2016 qui s'intitule « Démocratie sous stress, les défis du terrorisme global ». Mais vous allez aussi publier, vous venez de publier un livre sur plutôt la question de la justice prédictive, qui s'appelle « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique ». Donc merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Merci Olivia Venet, donc je rappelle que vous êtes avocate pénaliste et membre de la Ligue des droits de l'homme. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.